effectivement, vous êtes au gouvernement depuis 8 mois, mais vous savez, depuis plusieurs années, nous répétons, nous les syndicalistes, aux différents ministres qui se succèdent, que la situation sociale de l'hôpital est catastrophique. Nous avions dit à Madame Touraine, qui était ministre avec Monsieur Macron, que la situation sociale à l'hôpital était similaire à celle qu'avait connue France Télécom à ses heures les plus sombres. Aujourd'hui, nous disons qu'elle est pire. C'est-à-dire que nous avons un management qui est mortifère. Les suicides se multiplient. Vous savez, quand on est soi-même soignant, qu'on doit soulager la souffrance des autres et qu'on souffre soi-même, c'est intolérable. Et alors, j'ai l'impression que il y a des incompréhensions. Je vous expliquerai ce que c'est la taxe sur les salaires. Visiblement, il y a des amendements qui ont été présentés, que vous avez refusés. Donc, je vous expliquerai. Parce que si vous refusez des amendements et que vous ne comprenez pas le contenu de l'amendement, ça pose un problème pour un élu de la République. Mais, donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que nous, les méchants syndicalistes ou les gauchistes, qui protestons. À l'hôpital de Strasbourg, il y a quelques jours, des médecins, dont des professeurs de médecine, sont allés manifester devant l'agence régionale de santé. C'est exceptionnel, c'est jamais vu. Et ils ont menacé de porter plainte contre l'ARS sur trois motifs. Mise en danger des patients, maltraitance du personnel, favoritisme du secteur privé lucratif. Quand la colère dans le monde de la santé monte jusqu'à ce niveau, il faut d'autres réponses, parce que ce que nous disons aujourd'hui, nous sommes les porte-parole des syndicalistes, mais ce que nous disons aujourd'hui, et on a le pouvoir de parler, parce que bon, c'est un peu compliqué la démocratie à l'hôpital. Vous savez que là, il y a des directeurs d'hôpitaux qui empêchent les télés de rentrer dans les hôpitaux, pour pas qu'on voie la misère. Donc bon, voilà, donc on est là, nous les syndicalistes, pour dire la misère. Le mouvement des EHPAD a montré que ça posait un problème. Le mouvement des EHPAD, et je termine là-dessus, c'est l'ensemble des syndicats, tous syndicats confondus. Il n'y a pas d'un côté les révolutionnaires, les réformistes, il y a même l'association des directeurs des maisons de retraite, qui disent aujourd'hui, il faut un plan. Alors on est prêt à discuter, vous voyez, du rythme du plan, mais simplement pour avoir le même taux d'encadrement dans les maisons de retraite que dans les pays autour de nous, qu'on prend souvent en exemple. Vous savez, je souvent les exemples dans les pays. Il faut créer 200 000 emplois. 200 000 emplois, c'est pas à faire plus, c'est simplement être au même niveau que les autres pays. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on les crée ou pas, ces 200 000 emplois, où on trouve l'argent, et ce qui est négociable, c'est à quel rythme. Mais aujourd'hui, ce que nous propose la ministre, c'est 50 millions pour tous les EHPAD de France. Vous voyez là, tout à l'heure, on était à l'EHPAD de l'hôpital. La directrice nous dit, c'est qu'avec le budget qu'on lui a donné là, aujourd'hui, cette année, c'est cette suppression d'emplois, la directrice de l'hôpital. Elle nous a donné les chiffres tout à l'heure. Donc voilà, c'est ça la réalité, et c'est la souffrance des personnels. Et aujourd'hui, on demande d'autres réponses que celles qui nous sont données. C'est pour ça qu'on organise ces débats, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas nous les soignants qui, tout seuls, quand on est en grève, on met un badge et on continue à travailler. C'est dans le débat, nous, on fait de l'éducation populaire et pas de la pédagogie. Et l'éducation populaire, c'est confronter les arguments et pas nous expliquer qu'on n'a pas compris. Deux petits mots sur la maltraitance que subissent les personnels hospitaliers. Alors certes, en 8 mois, ce nouveau gouvernement n'a pas eu le temps de faire grand-chose pour les personnels hospitaliers, sauf que quand même, il y a eu une décision de rétablir un jour de carence. C'est-à-dire ce qui consisterait à faire payer aux plus faibles d'entre nous qui sont malades, sur leur salaire, le fait qu'ils sont absents pour maladie. C'est-à-dire à chaque maladie, un jour de carence. En plus de ça, c'est un truc qui a déjà été essayé, qui ne marche pas, qui a pour seul but d'éliminer les arrêts de travail courts de 1, 2, 3 jours pour qu'un certain nombre d'entre eux se transforment en arrêt de travail de 5, 7, 10 jours. Ce qui désorganise totalement, qui fait porter une charge de travail supplémentaire sur les autres salariés. La question de tarification activité est quelque chose qui gangrène le milieu hospitalier depuis bientôt plus de 10 ans, parce qu'elle a été introduite en 2003. Et de 2003 à 2008, elle a été maintenue à moitié avec d'autres ressources, des ressources qui avoisinaient un petit peu celles qui étaient appelées dotation globale. M. Sarkozy est passé à la T2A à 100%, et il a voulu, sans l'obtenir, qu'il y ait une convergence de la T2A, comme on disait à l'époque, entre le privé et le public. C'est-à-dire qu'il avait clairement en tête qu'il fallait faire travailler l'hôpital public comme une entreprise privée,
Et d'ailleurs, cette convergence de T2A a été voulue avec la fameuse loi HPST, je dis ça pour la salle, qui instaurait un directeur omnipotent sur le personnel, seul moyen de parvenir à un équilibre budgétaire qui n'a jamais été atteint. Donc petit 1, la T2A à 100% ou à moins n'a pas abouti à son but qui était l'équilibre budgétaire des hôpitaux, mais surtout elle a introduit d'autres maladies, d'autres poisons qui étaient une logique managériale totale de l'hôpital qui était complètement contraire à la vocation de soins des soignants, médecins, infirmières et soignantes. Le seul moyen que les hôpitaux ont pu trouver, les directeurs d'hôpitaux ont pu trouver pour obtenir un semblant d'équilibre, une voie vers l'équilibre, c'était la suppression de lits et donc la suppression du personnel qui allait avec. Cela a été intolérable et nous aboutissons maintenant à une situation très grave. Vous la connaissez, vous l'avez vue, vous visitez, vous tournez un petit peu partout, où aux urgences, par exemple, les infirmières jouent au Tetris avec les lits pour savoir qui va pouvoir monter le premier dans les services, où même les urgentistes ont mis en place ce qu'ils appellent le No Bed Challenge. Vous êtes au courant de cette affaire? On comptabilise le nombre de patients qui restent aux urgences sans pouvoir trouver de solution d'aval pendant la nuit. Et le cher est d'ailleurs première de la classe, si je puis dire, dans ce genre de choses. Donc il va falloir que vous y intéressiez nettement si vous êtes représentant du cher pour remonter la nouvelle et puis proposer des solutions. Pour ce qui concerne la T2A, on va continuer comme ça. L'hôpital a changé en 20 ou 30 ans. Au départ, c'était une boutique où on traitait de l'aigu. Maintenant, c'est fini, ça. Sans lâcher pour autant l'aigu, il faut que le système de santé hospitalier puisse répondre à l'augmentation des polypathologies chroniques, c'est-à-dire les personnes qui sont malades de toutes les maladies, bien soignées, mais qui décompensent, et surtout du vieillissement de la population. Nous avons maintenant à peu près 30% des lits qui sont occupés par la malade de 65 ans ou plus, et ce n'est pas prêt d'arrêter. Le témoin en premier, c'est peut-être moi qui arriverai comme les autres à l'hôpital. Je veux pouvoir être soigné correctement par des personnels qui sont en nombre et surtout en morale suffisant. Je ne sais plus qui parlait du plan d'action contre les risques psychosociaux. Il date de 2013. Une circulaire Hérault imposait sa mise en place avant le 31 décembre 2015 dans tous les hôpitaux, parce qu'il avait spécifié que ça doit être mis en place rapidement dans les hôpitaux. Rien n'a été fait. Donc c'est pas surprenant que diminution du nombre d'infirmières d'une part, et mainmise des directeurs et des directions sur l'organisation des soins d'autre part, on aboutisse à ces burn-out, à une mauvaise ambiance et à une catastrophe pour les patients, parce que quand les personnels soignants sont en souffrance, c'est les malades qui le deviennent encore plus. Mettez en place ce fameux plan. François, comme illusion. Bon, il ne fallait pas désespérer. Finalement, on a plutôt un certain nombre de points d'accord entre nous. Est-ce que l'hôpital va mal? Oui. Est-ce qu'il faut améliorer la situation à l'hôpital, mais aussi dans les EHPAD? Oui, évidemment. Est-ce que la loi Bachelot a été une bonne chose? Évidemment non, je l'ai combattu en son temps, et je continue à penser que c'était une mauvaise chose, et on le voit bien, notamment dans tout le réseau d'hôpitaux de proximité, dont nous avons absolument besoin, et qui ont été mis en péril partout dans notre pays. Quatrième point d'accord, est-ce que la T2A est un bon système? À l'évidence, non. Donc, nous avons un certain nombre de points d'accord entre vous et nous. Et donc, le président de la République a décidé qu'il fallait revenir sur la mauvaise décision de son prédécesseur Sarkozy et qu'il fallait sortir du 100% T2A. Et donc, nous avons décidé de revenir à 50% des T2A, et actuellement sont menées des réflexions pour trouver des financements complémentaires sur les 50% autres. Ça ne se fera pas en nous. On est au gouvernement depuis 8 mois, donc on va avancer, y compris avec vous, en écoutant un peu tout le monde pour trouver des solutions. Sur les EHPAD, moi j'ai entendu le cri de colère de madame qui travaillait à Bellevue. Mais je ne suis pas totalement d'accord avec les chiffres avancés par
par Christophe. Parce que les 50 millions dont vous parlez, c'est simplement un premier plan maintenant. Et quand vous dites qu'on est prêt à discuter sur la durée, qu'est-ce qu'il faut faire, nous, ce qu'on a proposé, dans un premier temps, parce que la réflexion n'est pas terminée, c'est un plan de 430 millions d'euros sur 7 ans, avec un certain nombre de mesures concrètes, 100 millions d'euros pour l'aménagement et la médicalisation des établissements, 10 millions d'euros pour la mise en place de postes d'infirmiers de nuit, la création de 4500 places d'EHPAD en hébergement permanent et 850 places de jour. Ça, c'est une première chose. Vous voyez, on est assez loin des éléments que vous nous indiquiez tout à l'heure. Et la prise en compte par le gouvernement du problème aigu dans les EHPAD est bien supérieure à ce que vous nous disiez. À côté de ça, on a un certain nombre, parce que moi je ne suis pas là, même si je suis un député de la majorité, je ne suis pas simplement là pour porter la parole du gouvernement. On est des députés, donc on a notre travail de député indépendant à faire. Et donc un certain nombre de députés se sont penchés sur la question, et le rapport rendu par ma collègue, je crois, de Garonne, Monique Iborra, fait un certain nombre de propositions pour les EHPAD, rendre opposable une norme minimale d'encadrement en personnel au chevet, aides-soignants et infirmiers, de 60 ETP pour 100 résidents, dans un délai de 4 ans maximum, orienter prioritairement vers les EHPAD l'attribution des nouveaux contrats parcours emploi compétences, mais également avoir recours aux jeunes en service civique. Moi, je suis quelqu'un qui défend beaucoup cette politique. Actualiser les compétences des aides-soignants et réfléchir à une revalorisation des statuts. Mettre en place un grand plan national de communication sur les métiers de la filière gérontologie. Je ne vais pas vous faire la liste, je pourrais vous communiquer le rapport de Monique Iborra, mais vous voyez, on est en train d'y travailler, mais travaillons-y ensemble. Moi, je vais revenir sur les chiffres que vous avez donnés. Vous pouvez préciser, c'est pour le territoire national ou simplement pour le département du Cher? Non, parce que quand vous nous annoncez 50 millions, moi je suis de Georges Sand, c'est même pas le budget de l'hôpital. C'est pas moi qui parlais de 50 millions, je vous ai parlé de 430 millions. Ah bah c'est peut-être pour le département alors, c'est bon. Mais ça peut pas être nationalement. On se fout de la gueule du monde. Clairement, on se moque de nous sur une enveloppe pareille, avec les difficultés qu'il y a dans les EHPAD, avec les revendications des salariés. Les revendications des salariés, c'est quoi la plupart du temps? C'est juste là-dessus. C'est un soignant, un résident. Je finis là-dessus. Encore une fois, on a un problème sur le financement. Voilà, là, fin de la T2A à 100%, et on va chercher un financement ailleurs. C'est quoi? Du mécénat, de la gratuité, des salaires, je sais pas moi. Vous êtes en train de nous annoncer que vous allez mettre fin à une partie de la T2A et vous serez en train de discuter ou réfléchir sur la compensation. On la connaît, ça s'appelle la dotation globale. C'est tout. On peut revenir à ce qui marchait. Alors c'était pas formidable, hein. Moi j'étais dans les comités techniques à l'époque. C'était pas formidable, mais ça avait du sens, quoi. Et puis on a cette problématique toujours du financement. Christophe parlait du régime local d'Alsace-Moselle. Une décision forte politique, ce serait de moduler le taux de cotisation à la hausse. Et vous verrez que oui, le patronat, ça ne pas content, d'accord, mais c'est pas grave, il n'y a pas que le patronat qui compte. Mais vous verrez que les moyens de financement seraient trouvés. Et tout de suite. Tout de suite, puisque la cotisation prélevée va directement à la sécurité sociale. Donc, allons pas chercher des solutions à moyen et long terme. On a une solution à court terme et il faudrait, à mon avis, la mettre en œuvre. Sur les laboratoires, l'industrie des laboratoires est sûre d'une chose, c'est que le prix du médicament qu'il fixe sera forcément payé. La sécurité sociale paye ce qu'elle doit. Donc, si on laisse libre, le prix du médicament, sans aucun contrôle, sans savoir si d'abord il est efficace, tous ici on a lu des bouquins là-dessus, et puis il y a quand même des personnalités qui ont écrit, la pertinence du médicament, 2, pourquoi faire, 3, à quel coût. Ça, il y a une opacité sur le prix de revient d'un médicament qui est énorme. Et pour avoir la maîtrise populaire et publique, oui, mettons-le sous le contrôle des populations. Mettons les laboratoires sous le contrôle des populations. Et là, je pense qu'il y aurait certains grands groupes qui diraient, bon déjà, il faudrait les forcer à rester ici, parce qu'ils partiraient à l'étranger.
mais qui verrait d'un très mauvais œil, mais qui serait, je dirais, en adéquation avec ce qu'on veut faire du système de santé de A jusqu'à Z. Voilà, parce que on peut parler de l'hôpital, on peut parler du financement, et à côté on peut parler des laboratoires, on peut parler des EHPAD, mais c'est bien le système de santé français qui est attaqué de toutes pièces et qui est démonté depuis... vous nous dites que vous n'étiez pas contre la loi Bachelot, bon, bah, faut faire en sorte de l'abroger, mais vous ferez abroger la loi Touraine aussi, puisqu'elle découle de la loi Bachelot. Donc abrogeons tout ça, on se met autour d'une table, on discute, vous prenez nos propositions, puis on est d'accord. Le problème qu'il y a, vous avez vu le débat qui a eu lieu sur les vaccins. Moi, je suis plutôt favorable à la vaccination. Sauf que, tel que ça a été présenté, forcément, il y avait une suspicion vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Pourquoi? Et pourquoi, effectivement, il faut un contrôle public sur l'industrie pharmaceutique? Parce qu'aujourd'hui, sur les vaccins, on a un problème, ce sont les fameux l'aluminium. Or, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que certains vaccins qui n'avaient pas d'aluminium il y a quelques années, en ont aujourd'hui, parce que c'est plus facile à produire et on peut générer plus de marge. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que il n'y a aucune demande à l'industrie pharmaceutique de lancer des recherches là-dessus. Et ça pose problème, parce que les axes de recherche des laboratoires pharmaceutiques aujourd'hui ne sont pas autour des priorités de santé publique, mais autour des axes définis par l'industrie en fonction de la rentabilité potentielle de ce qu'ils appellent les blockbusters. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous dépensons beaucoup en médicaments, nous consommons surtout trop de médicaments. Moi, je peux vous dire, en tant qu'urgentiste, 10% des patients qui passent aux urgences, ce sont les effets secondaires des thérapeutiques médicales. Et sur ces 10%, en 8 cas sur 10, ce sont les médicaments. Et donc, on a un problème parce que, effectivement, on prescrit beaucoup de médicaments. Pourquoi prescrit-on beaucoup de médicaments? Parce qu'on n'a pas assez de temps médical. C'est facile de faire une grande ordonnance et de garder le patient 10 minutes. Si on veut l'interroger pour savoir quel est le traitement le plus adapté pour pas forcément le médicament, il faudrait garder parfois les patients une demi-heure. Sauf qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Parce que le système fait que la consultation à 25 €, ça ne fonctionne pas. Et alors, le grand scandale aujourd'hui, c'est la mise sur le marché de médicaments, alors qu'ils n'apportent pas de supériorité par rapport aux anciens médicaments. Or, le problème du médicament, c'est quand vous avez un médicament qui est efficace, on l'a prescrit et on a un recul sur 5-10 ans. Et vous savez que les effets secondaires, on ne les voit pas sur quelques milliers de cas avant de mettre le médicament sur le marché, c'est quand on l'a prescrit à grande échelle. Donc quand on a un médicament qui est efficace, si on nous propose un médicament du même type, mais qu'on nous dit qu'il est simplement de même efficacité, mais on vous dit il est de même efficacité, mais peut-être un peu meilleur. Et comme il est un peu meilleur, on va vous le vendre 5-10 fois plus cher. On le met sur le marché, et puis quand on l'a prescrit à plusieurs millions de personnes, on se rend compte qu'il a des effets secondaires. Et on a plusieurs exemples dans la période récente. Et puis on le retire du marché, mais on ne demande pas au laboratoire de nous rembourser les bénéfices qui se sont faits. Et le dernier exemple que je veux citer, c'est un des rares progrès thérapeutiques de ces dernières années sur l'hépatite C. Aujourd'hui, les pays qui ne sont pas soumis au diktat des brevets pharmaceutiques produisent le traitement pour l'hépatite C, 12 semaines, et on guérit l'hépatite C pour 300 $. Malgré les diverses négociations avec les laboratoires pharmaceutiques, au début c'était à 80 000 €, aujourd'hui on est à 30 000 €. 30 000 €, alors qu'on peut produire à 300 $. 300 $. Donc il y a un problème. Il y a un problème aujourd'hui parce que les laboratoires qui fabriquent aujourd'hui ces médicaments font des milliards d'euros de bénéfices qui, effectivement, enrichissent un certain nombre d'actionnaires et ils ne réinvestissent pas ces bénéfices dans de la recherche. Et de la recherche utile, c'est ça le problème aujourd'hui. Donc quand on dit qu'il faut qu'il y ait une maîtrise publique, ça peut s'appeler nationalisation, mais il faut qu'il y ait une maîtrise publique de la recherche et de la production des médicaments pour fixer les priorités et pour pouvoir prévenir au meilleur prix, au juste prix, et pas au prix dans le secteur marchand, parce que le secteur marchand, bon, on peut être contre ou pour le secteur marchand, mais le but du secteur marchand, c'est quand quelqu'un investit, il veut le meilleur retour sur investissement. Et ça, c'est contradictoire avec les valeurs qui doivent présider un système de santé.